Et gros plan ce soir, Stéphanie, sur Facebook. Et oui, est-ce que 2018 sera l'année de la transparence pour Facebook? On va en parler avec Brian Coste. Bonsoir, vous êtes planeur stratégique senior chez Darwin. Alors on va commencer avec cette menace d'Unilever, le deuxième plus gros annonceur du monde, c'est pas rien. Le groupe menace de couper ses investissements publicitaires sur Facebook et aussi Google parce que selon Unilever, ils font pas assez d'efforts pour lutter contre les fake news et la propagation de contenus violents et polémiques. Est-ce que cette menace, ça va faire bouger les choses ? Alors en fait, l'ambition d'Unilever derrière cette menace, elle est double. Alors d'une part, en effet, il y a cette volonté de lutter contre les fake news, de lutter contre cette propagation de propos haineux, racistes qui malheureusement ont fleuri sur les réseaux sociaux ces dernières années. Il faut savoir, par exemple, si on fait un petit focus sur l'élection présidentielle des États-Unis l'année dernière, de Donald Trump, il faut savoir qu'en fait, il y a eu plus de fake news partagées que d'informations réelles sur les réseaux sociaux. Et c'est quand même gravissime pour une plateforme telle que Facebook. C'est ce pourquoi, en fait, aujourd'hui, Unilever se plaint, et notamment par son directeur commercial Keith Weed, qui a déclaré la phrase suivante: nous ne pouvons pas continuer à soutenir une chaîne d'approvisionnement en contenu où la transparence est aussi bonne que dans un marécage. C'est quand même des propos assez graves, et pour tenir ces propos, en fait, il a un argument assez simple aussi, qui est mon deuxième point, c'est le fait que, en effet, ils investissent quand même 2 milliards de dollars par an, c'est énorme, notamment l'année dernière, sur Google et Facebook. Ah oui, grosse perte avant. Et évidemment, c'est énorme pour Mark Zuckerberg. Donc l'idée, c'est probablement dans un court terme de faire un contre-pouvoir sur les fake news, mais probablement à moyen et long terme d'avoir un vrai levier, un vrai contre-pouvoir au niveau business, contractuel. Il y a aussi Facebook qui a annoncé qu'il allait afficher les vraies statistiques pour les annonceurs. C'était pas le cas jusqu'à présent ? Alors Facebook et les statistiques, c'est un petit peu comme Neymar et le PSG. C'est-à-dire que globalement, c'est vrai, tout à fait, c'était un peu volontaire, je le reconnais. C'est-à-dire qu'en fait, on a énormément entendu parler jusqu'au jour où passe est arrivé, ça a signé. Donc on va remonter en novembre 2016. En novembre 2016, Zuckerberg et Facebook font un petit mea culpa et disent en fait, le calcul qu'on avait à l'heure actuelle, il était peut-être un peu approximatif et pas très juste. Donc c'est quand même un petit peu problématique quand on est le premier réseau social au monde, mais ce n'est pas grave. Et en fait, pour aller un tout petit peu plus loin, en 2016, il a même déclaré qu'en fait, le reach, donc c'est le nombre total de personnes atteintes par une publication, était probablement faux d'environ 33% après 7 jours de publication et 55% après 28 jours. Donc c'est vraiment un delta qui était assez énorme, d'où le nouvel algorithme qui a été mis en place le 12 février. Et ça va avoir quoi comme impact pour les annonceurs ? C'est intéressant. En fait, ça va tout changer et rien changer. Parce qu'en fait, à partir de maintenant, le reach, les nouveaux calculs, selon Zuckerberg, selon ce qu'on a entendu, seront les bons calculs. En fait, on saura vraiment qui a été touché et combien de personnes a touché qualitativement avec chaque publication. Donc, ça change tout et ça ne change rien. Moi, j'ai surtout une grosse pensée pour tous les social media managers, pour tous les community managers de France et tous ceux que je connais qui vont devoir expliquer à leurs clients qu'en fait, les datas, les chiffres ont changé, ils sont à la baisse, mais qu'en fait, dans les faits, on touche probablement autant de personnes qu'avant. À mon avis, il y aura des conversations assez marrantes. C'est certain. Et en début d'année, il y a Mark Zuckerberg qui a aussi promis de nettoyer Facebook. Ça faisait partie de ses vœux. L'algorithme de tri des publications a été modifié. On a appris aussi qu'une nouvelle fonctionnalité de liste allait faire son apparition. Qu'est-ce que ça va être cette histoire de liste encore ? Alors Mark Zuckerberg, comme dirait Wallet, le président de l'agence Darwin, a même dit qu'il allait réparer Facebook. Donc c'est dire que le moteur est quand même bien cassé et qu'il y a des problèmes. Alors par rapport à cette liste, c'est un nouveau format. Comme on a pu voir l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait des publications sans photo, on pouvait mettre un fond de couleur pour un petit peu dynamiser. Voilà, donc en fait c'est un nouveau format qui va être mis en place où de manière ludique et interactive, vous allez pouvoir mettre des listes en fait et proposer à votre communauté. Donc si vous êtes pragmatique, vous pouvez proposer la liste de courses. C'est pas très original. Si vous êtes un peu plus optimiste, la liste des choses que vous feriez si vous gagnez au loto, ou comme moi, si vous êtes plus dans l'entertainment, la liste des shows que vous préférez sur Netflix. Et là encore, l'objectif de Facebook, c'est d'encourager les utilisateurs à partager leurs informations perso, en fait. Tout à fait. En fait, Facebook est un gros problème, en fait, un besoin permanent d'innovation, quelque part, comme tous les acteurs de ce secteur, certes, pour résoudre à cette équation suivante. En fait, plus vous allez partager avec vos amis, plus vous allez partager avec Facebook, et plus vous partagez avec Facebook, plus vous partagez avec tous les annonceurs du monde entier. Donc Facebook se doit d'innover pour que vous partagiez et pour que lui puisse toucher sa cible via les annonceurs après. Alors justement, autre innovation, Facebook lance le bouton négatif. À quoi il va servir ? Alors ça, c'est excessivement intéressant et ça rebondit sur cet enjeu de transparence et de fake news dont nous parlions au tout début. Alors, malheureusement, c'est en test, donc on ne pourra pas l'essayer après l'interview, mais c'est pas grave, ça va arriver dans les semaines qui vont venir. L'idée, elle est assez simple. Vous serez sur votre fil d'actualité, vous verrez un commentaire qui vous paraît désobligeant, ou du moins qui vous interpelle, vous aurez 3 possibilités par rapport à ce dit commentaire. Soit vous le considérez comme offensant et vous le reportez comme tel, soit vous le considérez comme hors sujet, vous le reportez comme tel, sinon vous le considérez comme trompeur et vous le reportez comme tel. L'idée derrière ça, c'est dans un premier temps d'avoir une modération
qui est assurée pour la communauté, par la communauté. Mais dans un deuxième temps, selon moi, l'idée va plus loin, c'est-à-dire en fait on va nourrir au fur et à mesure le machine learning de Facebook, nourrir l'algorithme pour que Facebook devienne de plus en plus pertinent et efficace dans la recherche de ses propos. Et c'est pas un moyen aussi de transformer chaque utilisateur de Facebook en modérateur finalement? Alors oui, dans un premier temps, nous allons tous devenir modérateurs, on aura tous accès à cette capacité à modérer et quelque part à juger les commentaires d'autrui. Mais à mon avis, c'est vraiment un gros enjeu pour Zuckerberg de rapidité, puisque c'est l'un des gros problèmes, l'un des gros écueils qu'il affronte à l'heure actuelle, le problème d'efficacité par rapport à ses fake news et ses propos qui malheureusement sont déplacés. L'objectif pour Facebook, c'est aussi donc c'est la transparence et c'est aussi de reconquérir ses abonnés. Le réseau social est clairement en perte de vitesse aux États-Unis, en Europe et en France. Ça va suffire ces innovations? Alors, ça, c'est une grande question. À l'heure actuelle, les équipes de Facebook, on l'a dit, passent leur temps à essayer d'innover pour réussir à nous toucher les plus jeunes. Donc, en effet, parce que là, c'est les jeunes qui partent. Tout à fait, les jeunes partent. Mais en fait, c'est vrai et c'est pas vrai à la fois. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes n'ont pas forcément, sont inscrits sur Facebook, mais n'ont pas d'intérêt à revenir, à rester sur Facebook. Pourquoi? Parce que c'est un réseau adulte. C'est potentiellement le réseau des parents. Franchement, quand on est jeune, quand on est ado, on a plus envie d'être sur Snapchat, notamment. Donc là, Facebook a eu plusieurs initiatives, récupérer des techniques d'autres réseaux sociaux. On l'a vu avec notamment sur Messenger l'arrivée des stories, propres à Snapchat ou à Instagram. Et également, cette volonté de transparence, je reviens dessus, pour la simple et bonne raison qu'aux États-Unis, on sait que 60% des consommateurs de social news ont entre 18 et 34 ans. Donc il faut rassurer ces gens sur la pertinence de la plateforme pour qu'ils continuent de venir. Et par rapport aux plus jeunes, on parle d'Instagram. Instagram a une progression fulgurante ces 2 dernières années, depuis le rachat de Zuckerberg. C'est lié. Et par rapport à Snapchat, en effet, il y a une force phénoménale, c'est que lui a réussi à être dans les conversations des adolescents. Moi, si j'étais Zuckerberg, je regarderais d'autres réseaux comme Musical.ly, par exemple, qui est impressionnant, mais surtout YouTube, qui reste quand même la plateforme préférée des millennials en France et aux États-Unis. Et ben on suivra ça. Merci Brian Coste. Je rappelle que vous êtes planeur stratégique senior chez Darwin.